Désirez-vous que j'effectue la lecture des consignes en anglais ou en français? En français, s'il vous plaît. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'effectuerai un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez ainsi débuter. Bon matin tout le monde. Mon nom c'est Sabrina Lapierre. Je suis professionnelle senior en fiscalité chez Ernst & Young ici à Dieppe. J'ai fait mes études ici à l'Université de Moncton. Pour moi, c'est intéressant de revenir. J'ai participé aussi au jeu du commerce là, quand j'étais à mon baccalauréat en comptabilité. Donc, je comprends et je sais un peu ce que vous vivez ce matin. J'ai hâte de voir votre présentation et je vous souhaite bonne chance. Pauline Gautreau, je suis chef d'équipe senior en fiscalité chez Ernst & Young. Ici à Dieppe. Je vous souhaite bonne chance. Merci. C'est Pierre Leblanc, je suis chef d'équipe ici à Boudreau-Albert-Savoie, une firme locale. J'ai fait mes études aussi à l'Université de Moncton comme Sabrina. J'ai été à votre place, donc je sais quoi vous passez au travers, ça fait que bonne présentation. Merci. J'ai juste un petit commentaire pour monsieur. Est-ce que vous pouvez vous assurer de faire un contact visuel avec les trois, s'il vous plaît? Oui. Merci. Super. Merci. Madame la Victorieuse, en tant que fiscaliste depuis plusieurs années, je vous remercie encore de votre confiance pour ces nouvelles transactions. Comme vous savez, cette année, il y a un gros changement qui s'est fait. Vous avez récemment préparé de vendre l'entreprise qui est Aqua Inc. et vous voulez le vendre justement à Fishnet. Alors, nous sommes ici aujourd'hui, ce qui est le plus gros du mandat, justement à tenir compte quelles sont les conséquences fiscales, autant pour vous justement. Alors, la présentation se passera de la manière suivante. On va commencer en premier par le calcul de l'impôt de l'entreprise, vu que cette année n'a pas été faite. Nous allons faire le calcul. Ensuite, on va voir quelles sont les conséquences de la vente des actions. Ensuite, on va voir quelles sont les conséquences de la vente des actifs. Nous allons terminer par les autres points fiscaux que nous avons décelés tout au long, qui pourront vous aider et aussi améliorer et vous faire payer moins d'impôts par la suite. Avant de continuer, à des fins justement de coopérative, nous avons utilisé un taux provincial de 8 pour la déduction pour accorder aux petites entreprises. Nous avons utilisé un taux réduction impôt général de 11,9 provincial, encore une fois, pour 11,9 Donc, sans tarder, commençons avec le calcul de l'impôt et les règles administratives. En fait, Madame la bricoleuse, avant d'attaquer le calcul de l'impôt à proprement dit, il y a un certain nombre de règles administratives que vous devez connaître. Et puis, il y a deux dates importantes que vous devez absolument connaître. Premièrement, en fait, votre fin d'exercice, c'est le 31 juillet 2016. Donc, vous disposez de 6 mois, c'est-à-dire jusqu'au 28 février 2017 pour produire vos déclarations d'impôt, mais vous avez seulement 2 mois pour payer tout impôt exigible. Fait que là, on est en octobre 2016, vous devez payer tout impôt exigible le 30 septembre, fait qu'il y a déjà un petit retard. On va voir tantôt s'il y a de l'impôt à payer, puis si vous serez assujetti à des pénalités ou à d'intérêts. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on va voir tantôt. Regardons maintenant les accords provisionnels. En fait, de quoi il s'agit? Ils sont obligatoires si l'impôt est payé et supérieur à 3 000 $. Là encore, on va voir si le calcul de l'impôt est supérieur à 3 000 $. Puis là, vous devez, bien entendu, verser des accords provisionnels pour l'année prochaine. Donc, regardons maintenant la conciliation comptable fiscale. En fait, il y a un certain nombre de changements à faire avant de calculer l'impôt. Donc, comme vous voyez, on part du bénéfice comptable avant impôt qui est de 376 000 $. Auquel on va ajouter les créances douteuses de 2015. Fait que l'année dernière, vous avez pris une provision de 2 000 $, on va l'ajouter cette année. L'assurance, il y a 15 000 $ de primes d'assurance qui sont déductibles sur 22 000. Pourquoi? Parce que ce 15 000 $-là, c'est une prime d'assurance qui garantit une créance. Donc, seules les primes d'assurance qui garantissent des créances qui sont déductibles d'impôt. C'est pour ça qu'on a ajouté un 7 000 $. Donc, regardons maintenant les dons. Les dons, malheureusement, ne sont pas déductibles, même si elles sont... elles ne sont pas déductibles, mais il y aura un petit calcul à faire au niveau du revenu imposable. Le don que vous avez fait au jeu du commerce 2017, justement, on a considéré ça comme des frais de représentation. Et qu'il y a seulement 50% de ces frais-là qui sont admissibles, déductibles. Et donc, on a ajusté ça de 2 500 $.
Les frais de représentation, en fait, on aurait besoin d'un peu plus d'informations parce que vous avez payé des frais de représentation pour vos employés et pour les clients potentiels et actuels. Fait qu'on ne connaît pas c'est quoi la répartition des deux, mais en tout cas, sachez pour les clients, c'est 50% qui sont déductibles. Pour vos employés, il y a aussi certaines règles importantes que vous devez connaître. En fait, s'ils s'éloignent de 12 heures et plus de la région métropolitaine, dans ce cas-là, ils sont déductibles à 100%, mais sinon, ils sont déductibles à 50%. Maintenant, en ce qui concerne le congrès que vous avez eu en Japon, en fait, mes collègues et moi-même, on a estimé que vous n'avez pas le droit de les déduire parce que le Japon, finalement, ne couvre pas votre territoire habituel. Fait que vous vous trouvez au Nouveau-Brunswick, si le congrès, par exemple, se trouvait au Nouveau-Brunswick ou ailleurs au Canada, ça pourrait marcher, mais malheureusement, le Japon, c'est quelque chose qui ne couvre pas du tout votre territoire. Donc, on a supposé que ce n'était pas déductible. Le congrès que votre mari a fait et que la compagnie a payé, aussi, ce n'est pas déductible, mais là, on n'a pas de chiffre. Vous n'avez pas communiqué le chiffre, mais sachez que ce n'est pas déductible. Fait qu'il y aura probablement d'autres ajustements à faire aussi. Donc maintenant, regardons l'amortissement comptable. Donc vous le savez, probablement, l'amortissement comptable n'est pas déductible fiscalement. Donc il y a d'autres calculs à faire fiscalement, comme par exemple le bâtiment. On a pris un amortissement à 10% de la FNAC. L'équipement, c'est une catégorie 8 qui est amortissable à 20%. Puis le véhicule, c'est une catégorie 10 remboursable à 30%. Donc, tout ça pour dire que votre bénéfice fiscal est de 388 000. Donc, vous voyez, on est passé de 376, on fait de petits ajustements pour arriver à 388 000. Donc, si on regarde la prochaine diapo maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a ce qu'on appelle le calcul du revenu imposable. C'est sur ce revenu-là qu'on va se baser pour calculer l'impôt à payer. Okay? Donc, de 380 000 qu'on vient de calculer, on va enlever les dons. Comme j'ai dit tantôt, il y a un petit calcul à faire au niveau du revenu imposable et ça va nous donner un revenu imposable de 378 000 $. Il y a à peu près 4 chiffres, 4 pourcentages à connaître. Donc, premièrement, le taux de base est de 38 %, on a un abattement de moins 10 %. Comme a dit mon collègue Jimmy, on a pris pour hypothèse que la date qui s'applique est de 17,5 % et une surtaxe de 10,67 %. Donc la surtaxe ici est de 0 parce que vous n'avez pas de revenu de placement. Donc l'impôt de la partie 1 est égal à 39 000 $. L'impôt de la partie 4 est égal à 0 parce que vous n'avez pas reçu de dividendes de société rattachée ou pas. En fait, vous n'avez pas reçu du tout. Donc ce qui vous donne un impôt à payer de 70 000 $. Voilà. Maintenant, on va regarder brièvement vos comptes fiscaux parce qu'ils ont changé au fil de l'année. Donc, le CRTG, donc ça, c'est le compte qui vous donne le montant que vous pouvez vous verser en dividende déterminé. Lui, il n'a pas varié parce que vous n'avez fait aucun revenu à taux général, dans le fond. La perte de ton capital, la PCN, vous n'en avez pas, puis vous n'avez pas provoqué aucune perte, fait que ça reste à 0. Le CDC, ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Ça n'a pas bougé cette année, mais sachez que vous pouvez vous verser un 10 000 $ libre d'impôt si votre encaisse vous le permet. Fait que c'est toujours bon à en prendre, vous serez imposé à 0 $ finalement. Donc, l'IMRTD, donc dans le fond, ça c'est le compte qui vous permet de savoir c'est quoi la réduction à titre de dividende que vous aurez droit. Et en fait, tantôt, du 70 000, on va diminuer de 33 000 de RTD. Donc, ça va vous donner, dans le fond, un RTD de 33 000. Donc, voilà. Alors, maintenant, si on fait une vente directement d'actions, peu importe si c'est une vente d'actions ou une vente d'actifs, c'est vraiment, on est réplié à votre disposition de l'entreprise. Donc, ici, si on fait une vente d'actions, une acquisition de contrôle. Peu importe comment on fait. Donc, il y a trois indicateurs importants. Premièrement, il y a une fin d'année réputée. Deuxièmement, les PCL, les pertes en capital net de votre entreprise sont considérées perdues. Finalement, si vous avez des pertes autres qu'en capital, peut être reportée pour l'entreprise qui vous a acquis si et seulement si c'est l'entreprise qui est semblable et sans interruption. C'est-à-dire on est supposé qu'elle va continuer à avoir des profits. Donc, commençons rapidement sur la première option qui est la vente d'actions directement à l'acheteur. Avant de commencer, je vais vous dire que l'entreprise à connaître en ce moment, elle est non contaminée. Si jamais en ce moment, si l'actif, le seul actif qui peut être contaminant, c'est bien sûr l'encaisse. Par contre, nous avons un compte de CDC, on a un compte de CRTG qu'on pourra vider si nécessaire pour diminuer l'encaisse à un niveau César. Mais à la fin ici de présentation, nous avons décidé qu'en ce moment c'est non contaminant, donc on n'a pas de considérer. Donc ainsi, justement, vous, Madame la Procureuse, vous avez le droit à votre DGC, votre décision de gain capital à vie qui est de 824 000. Puis vous avez 8 et 176 $. Avant de calculer, nous avons calculé la juste valeur des actions autant privées qu'actions ordinaires. Nous allons calculer par la manière suivante. L'actif à court terme, la juste valeur est 2,8 millions.
La valeur des immobilisations, c'est 2,3 millions. On enlève les passifs qui est de plus de 1,4 million. Ça donne une GVL totale de plus de 3,7 millions $. Les actions privilégiées qui est fournies est de 2,4. Donc, les actions ordinaires, c'est la différence, donc à 1,393. Donc, si on fait une vente directe en premier des actions privilégiées, le prix de distribution, c'est bien sûr à la juste valeur, donc 2,4 millions. Le prix BA est de 10 $. Donc, c'est un gain capital de 2 399 000. Vous voyez, il doit une DGC de 824 176 $. Donc, on va ajusté à un gain capital ajusté de 1 500 000. On enlève le taux d'inclusion qui est de 50 ça donne un impôt à payer de 53,4 donc vous payez l'impôt à 420 742 et vous avez reçu un montant net de 367 000. Par contre, pour la vente des actions ordinaires, comme vous savez, en ce moment, vous avez une fiducie qui est autant bénéficiaire, une fiducie discrétionnaire qui bénéficie autant votre mari Gaston, vous-même et vos 3 enfants. Donc, dans une fiducie, si jamais on fait une utilisation en capital, les fiducies, les bénéficiaires sont privilégiés d'avoir entre 0 et 100 actions, qui sont les actions ordinaires. Donc, chacun d'entre eux peut avoir 0 et 100 actions et peut utiliser dans ce temps-là leur DGC. Vu que vous, Madame la procureuse, on a dit que vous allez utiliser votre DGC immédiatement dans la vente des actions privilégiées, donc les DGC restant seulement à votre mari et vos 3 enfants. Donc, si vous faites une provision en premier des actions privilégiées, en premier pour le père, c'est-à-dire votre mari Gaston, son montant net d'impôt ici sur la plainte DGC, donc il va recevoir un montant net d'impôt de 824 176 qui est égal à DGC. Pour ce qui est de vos enfants, ils vont recevoir la différence, c'est-à-dire le 569 000. Le montant net d'impôt à payer, en fait, il n'y en a pas, il y a un petit calcul ici. Mais par contre, il faut vraiment tenir compte ici que les enfants, vu qu'ils sont vraiment à très bas âge, votre plus vieille, Charlotte, elle a seulement 12 ans. Votre cadet a 10 ans et votre Benjamin a 7 ans. Le fait que vous lui donnez 190 000 si vous utilisez la DGC, c'est beaucoup d'argent pour les enfants de très bas âge et il faut tenir compte de ça. Donc, nous avons proposé une deuxième solution pour la vente d'actions et comment minimiser les impacts fiscaux et éviter de donner l'argent immédiatement aux enfants tout de suite. Donc, il y a une deuxième opportunité de vendre des actions. Évidemment, vous vouliez savoir si c'était possible de rouler quelques actifs dans une société afin de les conserver. Le vendeur, lui, n'était pas intéressé à ces actifs-là. Dans le fond, on a produit un tableau de ces actifs qu'on voulait rouler ou transférer. En fait, le bâtiment ici, on le fait, le roulement à la fenêtre. C'est possible en vertu de l'article 85.1. Ici, évidemment, il y aurait eu une récupération et un gain en capital si on ne l'avait pas fait. Donc, ça, c'est pour le bâtiment. L'équipement et le véhicule le transfert se fait à la juste valeur marchande, étant donné qu'il y a une perte finale sur ces biens amortissables-là. Ici, il faut juste faire attention parce que votre société de gestion outils et Aqua sont 2 sociétés affiliées. Donc, dans ce cas-là, quand il y a une perte, la perte finale, elle, est réputée refusée, puis elle continue à s'amortir autour de la catégorie. Et le restant qui reste à la JVL, elle est amortie autour de la catégorie également. Donc, pour le terrain, ici, on fait un roulement au PBR, donc ça n'engendre aucun gain en capital. Donc ici, on vient de rouler pour l'équivalent de la juste valeur marchande de 1 390 000. Évidemment, ça va faire baisser la juste valeur des actions ordinaires qui étaient détenues par la fiducie. Donc, on va vous montrer un peu comment on a structuré la transaction. Donc, ici, on a calculé, évidemment, comme je viens de vous dire, on a baissé la juste valeur marchande des actions. On est rendu à 2 400 000 une fois les actifs transférés. Ensuite, le PBR est pratiquement nul, étant donné que c'est seulement 10 $ pour l'ensemble des actions. Le gain en capital, ce serait 2 400 par action. Évidemment, il y a un revenu protégé de 2 283 par action et un revenu non protégé de 117 $ par action, ce qui nous fait, pour 657 actions, 1 500 $ de revenus protégés. On va vous expliquer pourquoi on voulait scinder cette transaction-là. Pourquoi le 657? En fait, on a scindé la transaction, on a fait le calcul de la DGC, que vous êtes préalablement admissible. Donc, on a fait 824 000, qui est le plafond de la DGC. Vous ne l'avez jamais utilisé, donc vous avez le droit à ce montant. On l'a divisé par, c'est 2 400 $ par action, ce qui fait 343 actions que vous conservez personnellement. Ensuite,
c'est ça. Vous prenez ces actions-là, vous le vendez au vendeur. Ensuite, il y a un roulement de 657 actions à la JVM, donc 1 576 000. Mais par exemple, il va falloir faire attention à l'article 84.1 qui peut s'appliquer, donc ne pas augmenter le capital versé et le PBR artificiellement. Et évidemment, c'est ça. Ensuite de ça, on fait la vente directe des actions qu'on détient personnellement à Fishnet. Dans ce cas-là, on va avoir du gain en capital qui va être annulé par la déduction pour gain en capital. Ensuite de ça, il va y avoir un remaniement du capital des actions, parce qu'il y a des actions maintenant qui sont détenues par le nouvel acheteur, l'acquéreur, puis il y a encore des actions qui sont détenues par la gestion. En fait, ce qu'on veut faire, c'est vraiment diviser la transaction en deux. Quand on va verser du dividende, on veut changer la catégorie d'action pour que quand on va verser du dividende, on va verser seulement à la société de gestion. Ici, donc, on fait un paiement une fois. Donc, on a reçu un paiement d'environ 824 000 de l'acheteur. Le restant de la transaction, du 2400, il est reçu par la société Aqua, excusez-moi. Et le versement de ce dividende-là va remonter vers la fiducie qui, elle, a comme bénéficiaire la gestion. Et ensuite, on va baisser la juste valeur marchande des actions. Donc, ils vont être rendus, il était à 1,39 million, donc ça va faire diminuer la valeur des actions ordinaires de cette façon. Ensuite, évidemment, ok, c'est ça, quand on a transféré, j'avais oublié de vous dire, quand on a transféré les actifs tantôt, les actions privilégiées, eux, quand on fait un transfert, on a un roulement en vertu de 85.1, et puis il peut y avoir des actions privilégiées. Donc, on va racheter ces actions privilégiées-là. Puis de ce côté-là, ça peut engendrer l'article 55.2. Donc, tantôt, on vous avait calculé qu'on avait un revenu protégé en main de 1 500 000. L'excédent, selon 55.2, ça serait 76 800. Donc, c'est l'excédent. Puis dans ce cas-là, ce serait du gain en capital. Le reste, c'est du dividende intercompagnie qui est libre d'impôt. Donc, évidemment, si on récapitule ici, le produit de disposition, en fait, vous avez les données ici. Le 38 400, c'est un taux d'inclusion de 50%. Puis l'application de l'IMR, c'est sûr, peut avoir lieu, mais ce n'est pas si grave que ça parce que vous allez pouvoir récupérer un remboursement dans les 7 prochaines années sur l'excédent de l'impôt régulier versus l'impôt minimum de remplacement. Donc, après avoir considéré deux scénarios de vente d'actions, regardons maintenant les ventes d'actifs. En fait, Fishnet, le vendeur, il n'est pas intéressé à acheter tous les actifs, ok? Donc il veut pas de l'usine, il veut pas du terrain, et puis il veut pas de véhicules. Donc qu'est-ce qui reste dans le fond? Il resterait l'achalandage. Dans le fond, c'est la seule IMO qui l'intéresserait, puis elle coûte $1 million. Donc au fin de calcul, on a fait une hypothèse que la JVM, la juste valeur marchande des actifs à court terme, est égale à leur valeur comptable. Donc, juste pour simplifier un petit peu le calcul. Donc, la juste valeur marchande de l'achalandage est égale à 1 million. Maintenant, si on passe à la prochaine diapo, c'est un calcul, somme toute, très très simple. L'achalandage de 1 million, si elle est disposée, elle va générer 500 000 $ de REA, puis 500 000 $ de CDC. Donc, rappelez-vous que le CDC, c'est un compte qui vous permet de vous verser une dividende libre d'impôt, donc c'est toujours bon à prendre. Donc le REA total, si on ajoute le REA de tantôt qui était de 378 000, à ce 500, on arrive à 878. Donc maintenant, si on regarde le calcul de l'impôt à proprement dit, donc la vente de l'achalandage va générer de l'impôt à payer, et puis c'est à peu près la même affaire que tantôt, sauf qu'ici, il va y avoir ce qu'on appelle la RIC, donc c'est l'impôt à payer sur la tranche qui dépasse le 500 000 $, donc 378 000 à peu près. Donc les autres taux sont pareils. Encore une fois, on n'a pas de surtaxe, on n'a pas d'impôt de la partie 4. L'impôt provincial, on l'a splitté, on l'a séparé en deux. Donc il y a une partie à 8%, puis une autre à 11,9%, parce qu'encore une fois, la tranche à 500 000 est imposée différemment de la tranche qui dépasse les 500 000 $. Donc on arrive à un total d'impôt à payer à 197 000 $. Donc, on a également mis à jour les comptes fiscaux dans ce cas-là. Donc, le CRTG ici, il augmente parce que, rappelez-vous, on avait du revenu qui dépasse 500 000 $. Le CDC, il augmente à 510 000 $.
Et puis l'IMRTD, il descend à 28 744 parce que justement, on a pris de la RTD de l'exercice précédent. OK. Maintenant, à titre de comparaison, donc on a vu que la vente d'actions ici, la vente d'actions directe, c'était 420 742. La vente avec 55,2, excusez-moi, ça donne un impôt à payer de 38 400 et une vente d'actifs de 197 170. Donc, nous recommandons de faire ici le choix de la transaction que je vous ai montré un peu plus tôt. Puis dans ce cas-là, vous allez économiser beaucoup d'impôts. Vous parliez que c'était possible d'avoir une autre société. Donc, dans ce cas-là, vous allez avoir du financement, étant donné que maintenant vous avez un surplus de liquidité dans cette société-là. Et en plus, vous avez les actifs que vous avez préalablement transférés. Regardons maintenant les autres points fiscaux que vous nous avez soumis. Premièrement, en fait, vous avez donc 3 enfants, Charlotte, Tom et Liliane, qui sont en bas âge, comme a dit mon collègue tantôt, puis il faudra financer leurs études un jour. Donc on a pensé à un véhicule qui pourrait être intéressant, c'est le régime d'épargne enregistré pour études. Sachez que vous aurez droit à 50 000 $ par enfant globalement. Puis la chose qui est intéressante avec ce régime, c'est que vous aurez droit à des subventions de 500 $ maximum par an pour une contribution de 2 500. Donc malheureusement, ça ne marche pas tout à fait comme un REER, les cotisations ne sont pas déductibles. Maintenant, on regarde l'autre point fiscal qui est votre salaire à vous, Madame la bricoleuse. Donc, premièrement, vous voulez arrêter de travailler à 50-50, ça veut dire dans une vingtaine d'années à peu près, mais vous versez un salaire très très faible qui est de 20 000 $. Donc, avec 20 000 $, vous pouvez contribuer modestement à votre REER. Sachez que vous pouvez vous verser un salaire plus élevé puis qui est justifiable. Donc, la jurisprudence vous laisse en tant qu'actionnaire dirigeant vous verser un salaire qui est conséquent. Comme vous le savez, le REER dépend du revenu gagné de l'année précédente. Donc, plus l'année précédente et le revenu gagné est élevé, plus vous pouvez vous verser un REER. Également, vous pouvez vous verser un revenu plus élevé afin d'avoir bénéficié du frais de garde plus élevé également. Donc, maintenant, si on passe à votre mari, donc votre mari fournit des services, il n'est pas rémunéré par votre compagnie, sachez qu'il aurait le droit de le faire en fait, mais qu'il faut que ça soit justifiable et raisonnable. Donc, ceci conclut notre présentation. Si vous avez des questions, on est là pour vous. Merci beaucoup. Pour la question, j'ai vu que vous aviez calculé le revenu protégé, vous êtes brave, c'est bien. Qu'est-ce qui arrive si, dans l'éventualité qu'il n'aurait pas eu de revenu protégé, qu'est-ce qui est l'impact fiscal qui se produit avec ça? En fait, c'est ça, le revenu protégé, ça sert vraiment à calculer la partie du dividende qui va être non déductible. Dans ce cas-là, l'excédent, comme par exemple le 76 800, lui, n'était pas considéré comme du revenu protégé et donc ça faisait du gain en capital En fait, il était le dividende réputé était converti en gain en capital et évidemment, il y a une surtaxe là-dessus, l'impôt additionnel de la partie 1, ainsi que c'est ça, les conséquences comme CDCI, MRTD qui peuvent, qui vont s'appliquer. Vous m'avez mentionné plus tôt que mon compte d'encaisse était un compte contaminant. Donc, j'ai compris qu'il fallait que je fasse attention à mon encaisse. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu plus sur justement l'impact que ça aurait si ça devient contaminé? En fait, ça dépend du niveau de l'encaisse que vous avez en ce moment. J'imagine que c'est à peu près, je pense, 200 000 en ce moment. Toi, dépendant des niveaux d'activité, c'est sûr qu'il y aura plus d'argent dépendant de la grandeur. Si jamais c'est décidé vraiment c'est contaminant, si vous avez une décision de l'argent revenu, vous voyez justement un compte de CDC de 10 000 qu'on peut se verser, donc 10 000 justement par sur la stratégie. Donc le but, c'est vraiment respecter les critères de la DG. Je te parle de la DGC, donc de 90 de la juste valeur d'élection lors de la disposition. En ce temps-là, si jamais l'actif contaminant qui est votre enquête, si jamais il ne respecte pas les 10 on peut le diminuer et payer des passifs par la suite. Parfait. Merci. Si j'ai bien compris, il y a seulement une déduction de la déduction sur la capital qui a été prise. Ça fait que là, pour le mari, dedans votre conclusion, en utilisant, en transférant tout à tools, il y a juste une déduction à capital qui a été utilisée. Il n'y aurait pas une façon d'utiliser les autres. En fait, ça aurait été une possibilité. Par contre, la DGC serait allée vers les enfants
En fait, aussi, on a tenu compte que vous, madame, vous vouliez avoir une nouvelle société. Dans ce cas-là, ça serait mieux, vous gardez les liquidités dans cette société-là, puis en fait, vous pouvez partir par votre société de gestion. Puis dans ce cas-là, il y a la DGC. En fait, dès qu'elle va aux enfants, vous ne pouvez pas prendre l'argent qui va aux enfants, puis vous l'approprier. Sinon, Je dirais ça, vos enfants sont très jeunes en ce moment. La plus vieille, elle a vraiment 12 ans. On lui donne plus de 180 000 à 12 ans. Je pense pas qu'elle va faire des gros investissements si elle va faire des bêtises avec. Fait que c'est mieux dans ce temps-là de faire du... Parfait.